Bonjour, donc je suis Sandrine Burezi, je suis directrice d'une association basée à Montpellier qui s'appelle Geffosat. Alors Geffosat, c'est une association qui a plus de 35 ans d'existence et qui est entièrement dédiée à la question énergétique. Et nous travaillons dans le domaine de la précarité énergétique depuis à peu près 20 ans. Personnellement, ça doit faire 18. Et donc je suis ravie d'être là. Je remercie vraiment l'ALEC de m'avoir invitée. D'abord, ça m'a permis de retrouver le soleil, puisque chez nous il pleut beaucoup en ce moment. Donc je suis contente d'être là, et surtout je suis contente de rencontrer des acteurs d'autres territoires qui sont dans une dynamique sur cette question, parce que ça me permet de confronter un petit peu ce qui se passe chez vous à ce qui se passe chez nous, et de rester en éveil sur cette question, de pas s'endormir sur un travail qui daterait maintenant de 20 ans. Je suis également vice-présidente du CLER, donc ça a été dit. Alors, modestement, j'essaie de travailler sur ces questions à l'échelle nationale, mais c'est surtout l'équipe du CLER, dont Marie Moisan fait partie, qui travaille sur cette question. Et la présentation que je vous fais a été réalisée avec le concours d'Isolde de Vallière, qui est sociologue au CSTB, qui travaille sur la question de la précarité énergétique depuis également quasiment 20 ans, et qui travaille aujourd'hui également pour l'ADEME, puisqu'elle a la responsabilité de l'Observatoire national de la précarité énergétique depuis peu. Donc je la remercie. Je suis également trésorière, j'ai plein de casquettes. Je suis trésorière de l'Agence locale de l'énergie Montpellier. Donc j'ai aussi une affection particulière pour les agences locales de l'énergie. Alors, le phénomène de la précarité énergétique, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Donc il a émergé assez récemment dans les politiques publiques, mais c'est un phénomène qui est déjà ancien. On a déjà des tours de table qui datent d'il y a près de 30 ans avec les fournisseurs d'énergie, avec les services sociaux, et les travailleurs sociaux en particulier savent bien que les difficultés à honorer ces factures d'énergie ne datent pas d'hier. En revanche, la production de données robustes est assez récente, et même très récente. Donc, je vous présenterai un petit peu l'observatoire, puisque donc Isolde m'a confié un certain nombre de visuels. Et puis, je dirai un petit mot, mais simplement pour retracer les initiatives locales nombreuses sur ces questions. Et enfin, un petit point d'actu sur la loi transition énergétique et qu'est-ce qu'il y a dans cette loi qui concerne la lutte contre la précarité énergétique. Voilà. Alors donc la commande, c'était les conséquences pour les ménages. Donc évidemment, je ne vais pas pouvoir en un quart d'heure tout présenter. Donc vous verrez, alors moi, on m'avait dit un peu plus. Hein. Donc je vais essayer. Bon voilà, j'aurai un angle d'attaque qui sera celui que j'ai choisi, mais évidemment, on pourra revenir dans la discussion sur d'autres aspects. Donc de quoi parle-t-on quand on parle de précarité énergétique? On parle de pauvreté monétaire souvent, hein, c'est-à-dire de la difficulté à trouver de l'argent pour honorer ces factures d'énergie. De logements de mauvaise qualité, oui, c'est indéniable. La précarité énergétique est très liée à l'état du bâti. Du prix de l'énergie en hausse, là aussi, incontestable. Donc notamment le prix de l'électricité. Bon, j'ai supprimé le graphique, c'était trop long, mais il y a quand même des données qui sont parlantes. On parle de tout ça. C'est la première difficulté, et c'est aussi tout le challenge que vous devrez relever, c'est d'arriver à avoir autour de la table, et c'est ce à quoi on est tous confrontés, des personnes qui viennent de champs professionnels très différents. La précarité énergétique, c'est un sujet transversal. L'énergie déjà, mais alors la précarité énergétique, c'est transversal par définition. C'est aussi ce qui rend ce travail passionnant, parce qu'on rencontre des acteurs qui justement viennent d'autres champs professionnels, et on passe notre temps à découvrir et à apprendre. Et donc c'est un sujet, j'allais dire, dont on ne se lasse pas. Ça serait de mauvais goût, parce que on aimerait bien s'en lasser et qu'on n'ait plus besoin d'en parler. Mais en tout cas, il y a un vrai intérêt à travailler sur ce sujet. Alors une étape qui me semble importante, c'est la création de l'Observatoire national de la précarité énergétique. C'est la reconnaissance qu'il y a effectivement un problème sérieux, un sérieux problème, et qu'il faut donc se pencher sur cette question. On a beaucoup bricolé, il y en a certains autour de la table qui savent de quoi je parle, pour arriver à produire de la donnée. On a beaucoup travaillé avec des faisceaux d'indices pour recouper les informations sur l'état du logement, sur les revenus des personnes. Alors on ne peut pas croiser facilement le recensement général de la population avec le fichier Philocom qui décrit notamment l'état des logements, qui est le fichier des impôts. Donc
l'Observatoire national de la précarité énergétique, ça a été une vraie bouffée d'oxygène pour les gens qui travaillaient sur ce sujet, qui se sont dit on va enfin pouvoir en sortir quelques données. Et quand on n'a pas de données pour caractériser un problème, on a beaucoup de mal à faire prendre en compte ce problème par les politiques publiques. Il faut avoir des données. Alors moi, je suis pas une maniaque du chiffre, mais il faut avoir des données, qu'elles soient quantitatives, qu'elles soient qualitatives, qu'on puisse caractériser un phénomène pour décider de ce qu'on peut faire. On était dans une situation inverse. On avait des dispositifs qu'on avait montés les uns les autres, parce que le terrain parle. Donc il y avait des besoins, une connaissance très empirique. Et on essayait désespérément d'arriver à faire émerger une politique publique. Là, aujourd'hui, un peu fort peut-être, on a enfin, normalement, un cadre qui va nous permettre justement de faire remonter les informations et de les transformer en connaissances. Donc l'ONPE a démarré ses travaux en mai 2012, un énorme travail, et a fini par constituer ce qu'on appelle un panier d'indicateurs, parce qu'un seul indicateur, ça ne suffit pas, le problème est complexe. La précarité énergétique, je l'ai déjà dit, c'est un problème complexe, c'est ce qu'on appelle un peu des sujets, des approches multifactorielles, hein, c'est comme dans le domaine de la santé. Et donc il y a trois indicateurs. Il y a le taux d'effort énergétique, le plus connu, j'ai envie de dire, qui a été complètement importé depuis la Grande-Bretagne, pour une raison simple, c'est que quand on a commencé à vouloir travailler sur cette question, moi je me rappelle très très bien de taper dans les moteurs de recherche précarité énergétique, ça n'existait pas. Soit on arrivait sur des sites qui parlaient d'énergie dans les pays en développement, donc de personnes qui n'avaient carrément pas l'électricité, soit on tombait sur des sites anglais, Fuel Poverty. C'est comme ça que précarité énergétique est née d'ailleurs, c'était une traduction approximative des gens qui essayaient désespérément de trouver quelque chose pour parler de ce problème. Le taux d'effort énergétique, un nouvel indicateur qui a été créé à partir de travaux de scientifiques anglais, Hills et Moore, c'est bas revenu dépenses élevées, donc BRDE. Donc on croise des dépenses élevées avec des revenus faibles, parce qu'on peut avoir des dépenses élevées pour chauffer son manoir, par exemple. C'est pas vraiment notre sujet. Nous, on va pas aller s'occuper de ce genre de problème. Donc c'est un nouvel indicateur qui cible un petit peu mieux. Et puis, la vision complémentaire, c'est une approche par le froid ressenti. C'est-à-dire, effectivement, de la déclaration, c'est du subjectif, mais qui est très important à prendre en compte. Et le choix de ne considérer que les 3 premiers déciles de revenus pour le taux d'effort énergétique et le froid ressenti, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait de se concentrer sur des personnes dont on pense qu'effectivement, elles relèvent du champ d'études qui est le nôtre, la précarité énergétique, et du champ d'action, pas que d'études. Ça donne quelques chiffres qui sont issus du premier rapport de l'Observatoire national de la précarité énergétique, qui date de septembre 2014. Avec l'indicateur taux d'effort énergétique réduit aux 3 premiers déciles, on aurait environ 2,72 millions de ménages concernés. Avec l'indicateur bas revenu dépenses élevées, ça dépend si on regarde par mètre carré ou par unité de consommation. 3,42 millions de ménages d'un côté, 2,7 millions de ménages de l'autre, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et en plus, le nombre de personnes par ménage, c'est pas exactement le même qui est pris selon le type d'étude. Et enfin, ce qu'on appelle le FR3D, ça veut dire froid ressenti limité aux 3 premiers déciles. Et je rajoute à des conditions qui semblent en lien avec la précarité énergétique. Il y a tout un tas de raisons qui ont été évoquées dans l'enquête. Hein, donc il y a un certain nombre de critères qui ont été évacués parce qu'ils ne semblaient pas relever d'une situation de précarité. Sociologue et travaille la statistique, il semblerait qu'on puisse estimer le nombre total de ménages en précarité énergétique à 5 millions de ménages, 20% de la population française. Donc j'ai un point d'exclamation et un point d'interrogation, parce que le point d'interrogation, c'est parce que il faut encore consolider ce travail. Le point d'exclamation, c'est que effectivement, si c'est vrai, ça fait vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse,
on voit bien le lien avec la lutte contre le changement climatique. Parce que de toute façon, si on veut faire le facteur 4, diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre, si on oublie 20% de la population, on n'y arrivera jamais. Hein. Donc même si on n'a pas une approche humaniste, sociale, etc., une approche très froide et très pragmatique, 20% de la population dont on ne se préoccupe pas, bah, ça veut dire qu'on n'arrivera jamais au facteur 4. Donc c'est un enjeu, pas simplement pour les politiques sociales, mais c'est un enjeu fort pour les politiques énergétiques, environnementales. Quelques enseignements. Celui-là, il ne m'étonne pas, mais je trouve qu'il pose quand même vraiment bien le problème. C'est qu'on a quasiment la moitié des ménages pauvres et modestes qui se plaignent du froid. On prend que ceux qui se plaignent du froid, qui ont du mal à payer leur facture d'énergie. Donc ça veut dire que non seulement ils ont froid, mais en plus ils ont de la difficulté à honorer leurs factures. Ça, c'est un point qui me semble important parce que souvent, il y a eu d'abord parfois une vision, les gens ont des grosses factures parce qu'ils ne savent pas bien se servir de leurs équipements, etc. Il y a aussi le constat qu'il y a des gens qui n'ont pas d'impayé d'énergie, mais pas parce qu'ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas d'impayé d'énergie parce qu'ils ne se chauffent pas assez. Donc, effectivement, ça, c'est les invisibles qui ne sont pas dans les statistiques. Hein, parce que si on regarde le taux d'effort énergétique, c'est des gens qui peuvent être bien en dessous des 10% qui sont pris comme une sorte de marqueur pour dire que les gens sont ou pas en précarité énergétique. Eux, ils vont disparaître des radars, d'où l'intérêt d'avoir aussi d'autres indicateurs, revenus, dépenses élevées ou froid ressenti. Donc, il y a des gens qui ont du mal à payer leurs factures et beaucoup de gens qui, en plus, ont froid. C'est effectivement intéressant. C'est 3 fois plus que la population totale qui déclare avoir froid et du mal à payer ses factures. Et des restrictions de chauffage, donc ça va avec 42% des ménages qui chauffent à 19 degrés ou moins, contre 34% pour la population totale. Alors, 19 degrés. À 19 degrés, on est bien, nous dit la campagne nationale. Bon, alors, moi, je souris toujours parce qu'à 19 degrés, on est bien, mais dans les bureaux, on n'est pas bien. Parce que quand on ne bouge pas, qu'on est devant son ordinateur, si le bâtiment est de mauvaise qualité, à 19 degrés, on a froid. Si le bâtiment est de très bonne qualité, qu'il est très bien isolé, etc., à 19 degrés, on est bien. Mais il faudrait toujours rajouter ça. On est bien dans un bâtiment de bonne qualité thermique. Et donc là, c'est quand même... On le voit ici, j'ai 2 graphiques à comparer. La part des ménages français par température de chauffe. Donc on voit qu'il y a un pic aux alentours de 20 degrés. C'est pas mal. Hein. Et ça, c'est les ménages français. Alors les ménages français. Les ménages, la population française. Il n'y a pas de condition de nationalité. Hein, c'est faux. Et là, c'est les ménages vulnérables. Voilà, donc on voit bien que la part des ménages vulnérables par température de chauffe, on n'a pas exactement la même courbe. Donc ça, c'est un élément qui est important. La déclaration du froid, de façon générale, qui a doublé en 10 ans, ça interroge aussi. Donc, je n'ai pas mes petits commentaires qui apparaissent en bas, mais j'avais à peu près les chiffres. Il y a des hypothèses. Est-ce que les gens se restreignent plus qu'avant, liés au coût de l'énergie? Est-ce qu'on est devenu beaucoup plus frileux? Bon, je n'ai pas d'explication, mais en tout cas, on voit quand même que il y a des gens qui se chauffent pas assez et une déclaration de froid qui double en 10 ans. C'est énorme. Alors là aussi, je n'ai pas fait de diapo, mais je vous informe, si vous ne le savez pas, il y a un travail qui a été mené pour la Fondation Abbé Pierre sur les liens entre précarité énergétique et santé. Donc on a travaillé avec la Fondation Abbé Pierre, donc nous, GEFOSAT et le Pacte du Douaisis. On a mené une grosse enquête avec le soutien des services sociaux avec qui on travaille depuis longtemps. C'est la première étude française qui a été donc travaillée avec l'Observatoire régional de santé, qui s'appelle le CREA-IORS chez nous. Et on voit qu'effectivement, il y a des liens indéniables entre la précarité énergétique et la santé. Et donc la question du froid est à prendre en considération parce que... là aussi, les Anglais ont 10-15 ans d'avance sur nous sur ce sujet. Ils ont très bien montré que des personnes qui ont froid chez elles, qui ne se chauffent pas assez, il y a une incidence indéniable sur l'état de santé, mais pas simplement ce qu'on peut imaginer. Alors, il y a les bronchites, il y a les rhumes,
Mais il y a aussi beaucoup plus que ça. Il y a la dépression, il y a de l'anxiété, il y a des chutes, notamment pour les personnes âgées. Il y a vraiment des conséquences importantes. Et tout ça est également chiffré, puisqu'il y a des conséquences au niveau des budgets de sécurité sociale. Donc voilà, je referme la parenthèse, mais c'est un sujet... on a cette plaquette-là qui doit être téléchargeable sur le site de la Fondation Abbé Pierre, notamment, sur le site du réseau Rappel aussi. Voilà, avec un certain nombre d'informations sur les pathologies liées à la précarité énergétique. Alors ça, c'est une diapo de sociologue. Les sociologues font des profils types. Et je l'ai trouvé intéressante parce que la commande, c'était aussi les conséquences sur les ménages. Alors, on a 3 grandes catégories. Les fragiles ou le confort chez soi. Alors, c'est pas encore une fois, vous l'aurez compris, c'est pas moi qui ai fait la diapo, mais je la trouve intéressante. C'est l'idée qu'il y a des conforts qui se font, des arbitrages qui se font. Il y a un groupe qui va arbitrer en faveur du confort. Voilà. Et c'est notamment des personnes qui vont être dans une problématique de santé ou de vieillissement et qui vont se priver sur d'autres postes ou qui vont avoir des impayés, mais qui vont essayer d'avoir une température confortable. Voilà. Il y a la quête du confort avec du bricolage. Donc là, on n'est plus sur un bâti inadapté, des gens qui vont essayer de trouver des stratégies d'adaptation, de bricolage, qui vont essayer de gérer la température pour tenter de s'en sortir face à cette question. Et puis, ce qu'Isolde appelle les vulnérables résignés ou le rêve de partir. C'est-à-dire qu'ils disent, bon, bah oui, de toute façon... le rêve de partir, parce que souvent le rêve ne peut pas se concrétiser eu égard aux problèmes de logement. Et donc il y a un logement dégradé, parce qu'il y a un cercle vicieux, le logement n'est pas bien chauffé, il se dégrade, le logement qui est dégradé est plus difficile à chauffer. Et on essaie de s'accommoder. Il y a des personnes qui vont, par exemple, moi j'en ai rencontré, qui vont partir de chez elles toute la journée et aller dans des endroits qui sont chauffés, des centres commerciaux, des choses comme ça, pour ne pas avoir à chauffer toute la journée. Ou, bon, diverses stratégies... qui sont à prendre en compte. Et je pense qu'on peut parler énergie, on peut parler bâtiment, on doit d'abord parler humain, et on ne peut pas oublier, on ne doit pas oublier le côté hétérogène du public à qui on a affaire quand on travaille sur la précarité énergétique et les différentes stratégies qui sont mises en œuvre. D'où le travail avec les gens du monde de l'action sociale, les travailleurs sociaux. C'est vraiment, pour moi, en tout cas, une condition sine qua non pour ne pas arriver avec quelque chose d'hors-sol, en fait, avec un dispositif hors-sol. Les initiatives locales nombreuses, les plateformes, donc on parlera du projet de l'ALEC de Pleine Commune, les fonds d'aide aux travaux. Nous, à GEFOSAT, on anime depuis 2002 un fonds d'aide aux travaux de maîtrise de l'eau et de l'énergie. Je pourrais vous en parler si ça vous intéresse. Le SLIM, Marie va en parler, le service local d'intervention maîtrise de l'énergie, d'information, d'intervention, je ne sais plus. Intervention. La médiation, très importante, notamment avec les publics locataires, ce qui est votre public majoritaire ici. L'autoréhabilitation accompagnée, avec qui on travaille aussi pas mal. Donc il y a le réseau Rappel, il y a Résolis qui a fait des fiches à action intéressantes à consulter sur le site internet. Je l'ai mentionné ici, mais ce n'est pas l'objet de mon intervention. Et pour terminer, un petit point sur la politique nationale, encore à construire. Quelques jalons, en fait. Donc on voit que c'est récent, 2009, le rapport L'Apostolée de Quérault, la loi Grenelle 2, ce qu'on a appelé le rapport Pelletier. Moi, je préfère l'appeler L'Apostolée de Quérault pour rendre à César ce qui lui appartient. C'est les 2 personnes qui ont piloté le travail avec un groupe de travail pluridisciplinaire. Il y avait vraiment des gens de tous horizons, qui a produit un document fort intéressant avec une quinzaine de mesures qui restent encore pour l'essentiel à mettre en œuvre. Le lancement du programme Habiter mieux, qui est né de ce travail, fin 2011, et puis la création de l'Observatoire national de la précarité énergétique. Alors aujourd'hui, l'actualité, c'est la loi TEPCV, Transition énergétique pour la croissance verte. Et que contient cette loi qui a été votée le 22 juillet 2015 ? Alors, un point important, elle instaure un droit à l'énergie dans son article 1. Elle vise vraiment explicitement la baisse de la précarité énergétique, c'est très mal formulé, à 15%. C'est-à-dire qu'il faut diminuer le nombre de ménages en précarité énergétique de 15% à l'horizon 2020. Encore faut-il qu'on sache combien il y en a au début. On revient un peu au début de ma présentation. En imposant que la moitié des objectifs de rénovation thermique, 500 000 logements par an, on n'y est pas encore, soient réalisés chez des ménages modestes. Il y a la commande d'un rapport. Alors, bon, je ne commenterai pas les commandes de rapport dans les projets de loi et dans les lois. Il y en a certains qui
qui voit le jour, d'autres non. On espère que celui-là verra vraiment le jour. La commande d'un rapport sur l'opportunité de créer un fonds pour la rénovation énergétique des logements des ménages aux revenus modestes, un fonds mutualisé. Parce que pour tous les gens qui travaillent sur le terrain, il y a bien sûr pas mal de choses à faire en amont, mais une fois qu'on a identifié le ménage, une fois qu'on a identifié les besoins en travaux, une fois qu'on a trouvé les artisans, après il faut trouver l'argent, et même quand on a trouvé l'argent, après il faut gérer l'argent. Et alors quand on a passé 2 mois ou 3 mois ou 6 mois à réunir les fonds, parce qu'il y a une partie qui va venir de l'ANA, l'autre partie qui va venir de la collectivité, il y a une partie qui va venir en complément de la région, parce que la région X ou Y a décidé d'y aller. Il va nous manquer un peu d'argent, on va aller voir la caisse de retraite, il y a la caisse complémentaire, il y a peut-être la Fondation Abbé Pierre, parce qu'il nous manque encore quelques sous. Les syndicats mixtes, syndicats d'énergie, enfin bon, voilà. Donc il y a un travail de prospection et pour réunir les financements qui est quand même un frein à la réalisation de travaux. C'est vrai pour tout le monde, c'est particulièrement vrai pour les ménages en difficulté. Donc on attend le rapport. Il y a la question de la mise à disposition gratuite par les fournisseurs d'électricité et de gaz des données de consommation en euros via un affichage déporté. Là, je ne m'étendrai pas, on a Julien Barreto du CIPEREC, peut-être, qui pourra nous en dire plus ou pas. Mais voilà, donc ça, c'est pas forcément quelque chose qui va faire diminuer la précarité énergétique, de mon point de vue, puisqu'en fait, si c'est quelqu'un qui est déjà en restriction, il va voir les euros s'afficher, il va couper son chauffage encore plus tôt. Mais bon, la connaissance, ça ne nuit jamais, encore faut-il qu'elle soit accompagnée, cette connaissance, que ce soit pas, c'est pas une fin en soi. Voilà, c'est une bonne chose de disposer des informations, mais il faut que ce soit accompagné. Il y a un nouveau type de certificat d'économie d'énergie qui est aujourd'hui devenu, je les ai oubliés dans mon tour des financements, parce que souvent ils sont dans Habiter mieux, mais il y a d'autres circuits spécifiquement dédiés à des actions d'économie d'énergie qui sont réalisées, donc c'est 200 TWh de plus quand même, c'est pas négligeable. Le chèque énergie qui doit être créé pour remplacer progressivement les tarifs sociaux de l'énergie et étendre le bénéfice de l'aide aux autres énergies, puisqu'aujourd'hui, les tarifs sociaux ne concernent que l'électricité et le gaz de ville. Pour l'anecdote, en Corse, ils ont du gaz de réseau, mais qui n'est pas du gaz naturel, ils n'ont pas droit au tarif social, parce que ce n'est pas prévu dans la loi, c'était marqué gaz naturel. Donc, bon, je referme la parenthèse. Donc le fioul, le bois, le propane, toutes ces énergies, voilà. Donc peut-être, je ne sais pas si ça concerne beaucoup votre territoire, mais en tout cas, c'était une revendication d'étendre la possibilité d'avoir une aide aux autres énergies que les énergies de réseau. Et puis je l'ai mis en gras parce que c'est un de nos combats. Au Clair, au réseau Rappel, à la Fondation Abbé Pierre, c'est le fait que la performance énergétique devienne un des critères de décence des logements en location, pour progressivement faire sortir, mais à l'horizon qu'on souhaite, 2020-2030, les logements les plus énergivores du parc locatif, autrement dit, pour inciter très fortement les bailleurs, voire à terme pour les bailleurs de mauvaise foi, les contraindre à faire des travaux. Puisqu'aujourd'hui, un logement qui est énergivore n'est pas un logement indécent. Or, c'est quand même un des points qui fait qu'on peut avoir un niveau d'inconfort très important et de privation, etc., et de contraintes budgétaires intenables. Voilà, donc ça, c'est un des points. Bon, là aussi, c'est renvoyé à un décret, je crois que c'est un décret en Conseil d'État. On l'attend, on espère même pouvoir aider un petit peu à le rédiger. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis on pourra revenir sur certains points que je n'ai pas eu le temps d'évoquer. Merci Sandrine. Effectivement, le décret, si c'est comme les frais kilométriques vélo, on va avoir des surprises. Merci pour ce bilan national. Juste pour fixer quelques idées par rapport aux dispositifs qui ont été indiqués, quelques chiffres. En Seine-Saint-Denis, on est sur 100 000 foyers considérés comme modestes ou très modestes par l'ANA. Je n'ai pas le chiffre du nombre de foyers en Seine-Saint-Denis au complet, mais on doit être sur 300 000 ou quelque chose comme ça, un peu moins de 300 000, 250, 300 000 foyers. Donc il y en a un tiers qui est considéré comme modeste ou très modeste, ce qui donne l'ampleur de la tâche. La question qu'on va se poser, nous, c'est comment ramener ces chiffres nationaux au territoire de pleine commune. Parce qu'a priori, les quotes-parts que tu indiquais au niveau national sont bien plus élevés sur le territoire de pleine commune.
C'est la question. Et donc, je passe la parole à Aminata qui va nous présenter, encore une fois, on va le brosser et on rentrera dans les détails une autre fois, mais un diagnostic un peu plus territorialisé. Aminata. Aminata Sall, donc je suis chargée de mission lutte contre la précarité énergétique. Donc, alors, je suis arrivée sur cette mission-là début janvier. Donc, les principales missions, c'était de faire une exploitation des données, des choses qui existent. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se fait ailleurs? Et qu'est-ce qu'on peut diffuser? Qu'est-ce qu'on peut expérimenter sur notre territoire? Donc là, on a les objectifs de l'ALEC sur cette mission-là, c'est-à-dire définir la précarité énergétique sur notre territoire. On a un territoire assez particulier par rapport à son histoire, par rapport à sa population, par rapport à son développement, etc. Donc l'idée, c'était aussi d'étudier les caractéristiques liées à l'habitat, à l'énergie, donc de voir un peu comment on peut collecter le maximum d'informations sur l'habitat, sur l'énergie et les données sociales. Donc l'idée, c'est vraiment, parce que ce qui existe aujourd'hui sur la précarité énergétique, c'est les données sociales. Donc le FSE, les données sociales à travers les travailleurs sociaux, à travers les collectivités territoriales. Donc recenser les dispositifs existants. Donc quand on parle de dispositifs existants, ce n'est pas que les dispositifs qui existent sur le territoire, en sachant qu'on est plus ou moins bien avancé sur cette mission de lutte contre la précarité énergétique, mais il y a d'autres territoires. Je fais toujours référence aux CD 94 qui sont plus ou moins avancés sur cette mission-là. Donc l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, quels sont les dispositifs qui existent ici sur notre territoire à travers certaines collectivités qui sont plus ou moins avancées que d'autres dans l'agglomération. Je cite très souvent la ville d'Aubervilliers qui travaille sur les questions de sensibilisation, etc. Donc l'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'on fait de positif sur une collectivité, sur un autre territoire ou sur un autre département qu'on peut diffuser sur des territoires qui sont ou sur des collectivités qui sont plus ou moins avancées ou qui sont moins avancées. Donc capitaliser le maximum d'expérimentations qui sont menées sur notre territoire. On commence toujours sur notre territoire et de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Analyser les besoins, qu'est-ce qu'on peut mettre en place qui nous permettra de sensibiliser le maximum d'acteurs sur la précarité énergétique et de travailler aussi sur la définition de la précarité énergétique. Donc la précarité énergétique est particulière à chaque territoire en fonction de sa population, en fonction de son histoire, en fonction de son développement. Donc élaborer un programme d'action qui nous permettra de lutter contre la précarité énergétique. Alors donc ça c'est une image assez particulière. Non, ça c'est... Oui, c'est la page 2. Donc c'est une image assez particulière qui nous permet de voir un peu là où on est aujourd'hui. Donc on a une famille qui est en précarité énergétique qui se chauffe à travers un central vapeur, on peut l'appeler comme ça, qui certainement n'ouvre pas ses fenêtres pour pouvoir garder la température ambiante. Alors, donc, état de la situation. Où en est aujourd'hui l'agglomération de Plaine Commune? On n'a pas de données, il n'y a pas de recensement sur l'état de la situation. Donc, à part les données FSLE, et quand on parle de données FSLE, on est sur une portion des personnes ou des ménages qui sont en précarité énergétique. Il y a des familles qui ne demandent pas le FSLE, il y a des familles qui sont ni connues ni comptabilisées. Donc, aujourd'hui, ce qui existe, c'est qu'on va se baser que sur les données FSLE et la pauvreté. Donc, on est sur une pauvreté assez particulière à travers notre territoire. Donc, on a l'augmentation des factures et le nombre de cas augmente. Donc, on a l'insuffisance des enveloppes annuelles donc, du FSLE. Donc, c'est un phénomène très complexe. Et on sait que notre territoire est touché à travers les catégories socio-professionnelles, à travers les familles qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc, comment on peut identifier ces ménages-là? Donc, c'est la question qui se pose aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on peut croiser, est-ce qu'on va y arriver en croisant les données du social, les données médicales, les données du logement? On peut y arriver, mais comment on arrivera à collecter ces informations-là? Donc là, je laisserai la parole au CD 93 qui nous parlera certainement d'une possibilité de mettre en place une cartographie des données sociales. Alors, donc, le dispositif sur lequel nous avons travaillé, c'est déjà de caractériser les zones d'intervention et les typologies. Donc là, on parlera de définition d'une stratégie, comment mobiliser le maximum de partenaires, comment mobiliser le maximum d'acteurs sur le territoire. Tous les acteurs doivent être sensibilisés sur les questions de lutte contre la précarité énergétique. Donc, définir
un plan d'action et les moyens. Donc on parle de moyens, mais les moyens sont aujourd'hui très minimes à travers ce qui se passe aujourd'hui. Alors donc on a le repérage des ménages et on a les diagnostiquer les problèmes, quels sont les problèmes. Donc ça sera des indicateurs qui seront à définir. Donc apporter des solutions socio-techniques. Donc ça, on est sur la partie travaux, là où ça bloque aujourd'hui, et évaluer le dispositif. Donc ça, c'est tout en rouge. Enfin, c'est des choses qui n'existent pas aujourd'hui. Alors donc, la plateforme municipale qui sera coordonnée par l'ALEC, et on se basera, enfin, on partira plus sur un portage politique. Donc l'idée, c'est de voir comment on peut pousser les villes à s'approprier de la précarité énergétique. Donc à partir du portage politique, ça sera beaucoup plus simple de partir sur des partenaires techniques et des partenaires et des porteurs locaux. Donc les travailleurs sociaux, les CCAS, les travailleurs sociaux qui sont au niveau des villes et au niveau du conseil départemental. Et la mobilisation de tous les acteurs. Quand on parle d'acteurs, on a les médecins, on a les services d'hygiène, on a les associations, on a les régies de quartier. Donc à partir de la mobilisation des acteurs, on partira de la mobilisation de l'ingénierie financière. Donc ça, c'est la partie financière qui pose aujourd'hui problème. Mais on partira d'abord sur la mobilisation des acteurs financiers, organisation du repérage des ménages fragiles et la sensibilisation au niveau des éco-gestes. Il y a certaines villes qui sont avancées sur cette question-là, d'autres villes plus ou moins. Donc, mais la sensibilisation sur les éco-gestes ne peuvent pas ne nous permettent pas d'arriver à nos fins, d'arriver à lutter contre la précarité énergétique. C'est une partie très importante sur la lutte contre la précarité énergétique, mais ça ne permet pas d'aller à nos fins. Alors donc là, on peut imaginer que les ménages qui sont dans de l'habitat indigne sont plus ou moins dans une situation de précarité énergétique. On a les problématiques de chute de ressources, on a les familles monoparentales, les personnes âgées, on a les ménages qui ont de faibles revenus. Sur pleine commune, on est à 31% de la population qui vit au-dessus du seuil de pauvreté. Donc on a les ménages qui résident dans des bâtiments construits avant 1945. On peut imaginer que 90% des familles qui résident dans des résidences construites avant 1946 sont en précarité énergétique. On peut se dire aussi que les demandeurs de logement, donc on est à 33% sur notre territoire, 33 000% sur notre territoire, non 33 000%, non, 33 000 demandes de logements sociaux. Donc, on peut imaginer que la plupart de ces personnes-là sont en précarité énergétique. On a aussi des ménages qui sont en suroccupation, en sous-occupation. En suroccupation, on est à 25% sur le territoire. Alors, donc ça, on a un parcours typique. Je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails. Voilà, on y reviendra après. Donc, tout ce que vous voyez en rouge, c'est des choses qui n'existent pas aujourd'hui. Donc, en fait, les dispositifs qui existent aujourd'hui, on en est sur ce que vous voyez en bleu, signalement de coupure, tarifs sociaux, orientation spécialisée, financement. Donc, les financements, ça pose aujourd'hui problème. Donc, on parlera plus du microcrédit, du développement de l'ingénierie financière. Alors, donc, orientation. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup travaillé avec certaines collectivités sur l'orientation des ménages. Donc, on a le ménage demandeur. Comment on peut détecter une famille en fonction de son statut, propriétaire bailleur, propriétaire occupant ou locataire. Donc, les familles qui sont locataires sont orientées au niveau de l'ADI. Les familles qui sont propriétaires occupants, qui sont éligibles aux aides de l'ANA, c'est l'ANA, en fait, orientée au niveau de l'ANA, l'ADRIL, par la suite, les opérateurs. Et les propriétaires bailleurs, propriétaires occupants non éligibles aux aides de l'ANA, c'est directement l'ALEC qui pilote cette partie-là. Donc là, on en a travaillé avec les collectivités pour voir un peu comment on peut déjà orienter une famille, peu importe son statut, propriétaire bailleur, propriétaire occupant, locataire. Alors voilà, je pense que je ne vais pas retenir la parole autant que ça. Je reviendrai vers vous un peu plus tard. Merci. Vous avez dans la pochette un document de, je n'ai pas compté,
7 pages qui reprend ces éléments de diagnostic. Là, on les a brossés très rapidement. Il y a les chiffres. À partir des analyses nationales, on n'arrive pas encore à regarder sur le territoire ce que ça donne, mais on trouve quand même des éléments dans le PLH, par exemple, en local de l'habitat, les services de pleine commune et les services des villes sur les services logement, habitat indigne, habitat privé, habitat social ont des éléments. Les fournisseurs d'énergie ont aussi des choses. RDF, GRDF travaillent sur la question de la précarité, les syndicats mixtes aussi. On sent bien qu'il y a la possibilité de faire un diagnostic assez précis, mais Aminata vous a montré qu'il y a des populations complètement différentes et on n'arrive pas encore aujourd'hui à concrétiser cette cartographie, ce chiffrage sur le territoire de pleine commune. Ça doit être, dans nos préoccupations, une des premières étapes à réaliser. Aujourd'hui, cette étape, elle n'existe pas vraiment. On ouvre un petit peu le débat, mais à partir de ce document, vous allez trouver aussi les éléments qui ont été rappelés par Sandrine et Aminata. Quelques points de réflexion. La question du confort thermique d'hiver, oui. Le sentiment de froid, oui. On est quand même sur un territoire qui a été victime de la canicule. La question du confort thermique d'été devient prégnante et qui dit été, dit climatisation, dit aussi facture d'énergie, dit congélateur, dit enfin voilà. Donc de plus en plus, en tout cas nous on essaye de le rajouter à la liste des indicateurs. Je pense que si on faisait les courbes du chaud en parallèle des courbes du froid, on aurait des surprises aussi sur le type de bâtiment. Premier élément de réflexion, les factures de santé, je trouve ça intéressant. Alors c'est pareil, on en a discuté sur le territoire. Il y a peu de choses, mais dans les études là, anglaises ou nationales qui sortent, on est sur des facteurs importants. C'est-à-dire que quand on regarde le coût global de la précarité, les frais de santé, les frais de politique publique liés à la précarité énergétique, on est sur des budgets qui sont 2,5 fois, 3 fois supérieurs au budget dédié à la rénovation du bâtiment. Ce qui est a priori complètement idiot, mais c'est comme ça. Et sur pleine commune, il va falloir travailler sur cette question budgétaire et la notion de coût global. Et c'est pour ça qu'autour de la table, on a besoin d'être nombreux et de représenter l'interdisciplinarité qu'est la question de la précarité, parce que budgétairement, on a tous un bout d'enveloppe, on a tous un bout de mission, et il va falloir travailler en commun. La question des vulnérables et résignés est intéressant, et c'est aussi pour ça qu'on a parlé des gens qui sont en parcours locatif et qui sont les demandeurs de logements sociaux sur le territoire. Pour ceux qui connaissent pas bien, le logement social sur le territoire de pleine commune, c'est 42% des logements. Les revenus dans le privé sont plus faibles que les revenus dans le public sur le territoire de pleine commune. Et le parcours résidentiel des habitants s'arrête à des étapes. Il est bloqué entre le privé d'urgence, le parcours social et le privé de situation. Et cette question de la vulnérabilité et de la résignation est intéressante. On a, et Achib, enfin l'IDEMU dans le programme Achib en parlait, et d'autres en parlent, quand on va visiter des gens, le premier réflexe c'est: est-ce que vous allez me donner un logement ? Non, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour vous donner un logement, mais c'est la première question. Donc il faut en tenir compte. Dans 33 000 demandeurs de logement social sur un territoire qui a déjà 42% de ses logements en logement social, c'est une vraie question stratégique. La médiation locative est intéressante aussi pour nous, pour moi, directeur de l'agence locale de l'énergie. On a reçu 350, 400 contacts Espace Info Énergie depuis 2 ans, depuis la mise en place du dispositif. On ne reçoit pas les locataires. Donc on fait nous de l'accompagnement énergétique du bâtiment, mais la DIL qui est censée recevoir les locataires, enfin qui reçoit les locataires en médiation juridique, beaucoup ne s'occupe pas de rénovation thermique du logement. Donc il y a un hiatus dans le dispositif, effectivement, cette slide là. Il y a un hiatus, et quand on travaille sur une copropriété, par exemple, ce qui est notre cas, on a en même temps des locataires, des propriétaires bailleurs, des propriétaires occupants en dessous des statuts de l'ANA, des plafonds de l'ANA, au-dessus des plafonds de l'ANA. Donc on est bien obligé de faire du transversal, et du coup, cette question de la précarité, de la rénovation énergétique arrive pour bousculer ce type de dispositif qui est très cloisonnant, en fait. Voilà. Et donc il faut mettre du liant sur la circulation de l'information aussi, pour avoir une compréhension. D'où le parcours typique d'une famille que Aminata vous a montré, qui montre bien l'espèce de chemin de croix, pour prendre une métaphore religieuse, si on veut qu'une famille avec un dossier FSE arrive jusqu'à la rénovation de son logement. Et ça, c'est une vraie difficulté. Et si on veut traiter massivement la question de la précarité énergétique, il faut poser ce type de questions du parcours et du montage de dispositifs qui n'existent pas encore sur le territoire. Voilà.
quelques éléments de réflexion. On a un temps de débat devant nous sur des questions aux intervenants ou des précisions. On est sur le diagnostic, on reviendra sur les expérimentations, les expériences par la suite. Si vous avez des questions sur le territoire, le diagnostic territorial, c'est le moment. Peut-être, je sais pas, il y a la Fondation Abbé Pierre qui est présente, le Conseil général, il y a des gens qui ont certainement des choses à dire sur la question du diagnostic. Fondation Abbé Pierre, enchanté. Donc je représente l'agence Île-de-France. Donc vous avez plusieurs fois cité la Fondation, je vous en remercie, et tout le travail fait par mes collègues de la direction délégation générale, notamment. Oui, bien évidemment. Donc moi, quand j'ai reçu l'invitation, on s'est dit on allait venir parce que la précarité énergétique à la Fondation, c'est un sujet qui nous inquiète. On a rappelé effectivement l'augmentation. On est en train de voir la dernière enquête ENL. Effectivement, on s'aperçoit qu'on est vraiment dans une montée en charge catastrophique au niveau des ménages modestes qui déclarent avoir froid dans leur logement, avec toutes les conséquences que vous avez rappelées d'ailleurs, avec l'étude qui avait été menée sur l'impact aujourd'hui sur la santé physique et mentale des personnes. D'ailleurs, à ce sujet, information, et vous êtes bien sûr toutes invitées, le prochain rapport du mal-logement, de l'état du mal-logement, que va sortir la Fondation au mois de février, enfin, ça sera au mois de janvier, fin janvier encore cette année. Le premier chapitre sera concerné sur les conséquences mal-logement santé. Et naturellement, je pense que je sais que la précarité énergétique sera aussi abordée dans ce chapitre. Donc c'est vraiment aujourd'hui un sujet inquiétant. Je rejoins tout ce qui a été dit. À la Fondation Abbé Pierre, on regarde aussi, quand on parle confort, on regarde aussi, on est aussi très vigilant par rapport à tous les dispositifs et les outils qui sont mis en place sur le gain économique qui peut être aussi apporté aux ménages, parce qu'il ne suffit pas de faire des travaux, il faut aussi que les ménages, après, quel est réellement le gain économique qu'en retirent ces ménages, quels sont les coûts d'usage aujourd'hui, il ne faut pas simplement regarder les factures, il faut aussi regarder toutes les factures d'entretien et tout ce que les ménages doivent payer à côté. Il faut aussi anticiper, c'est la difficulté, parce que aujourd'hui on va pouvoir diminuer peut-être une facture, mais si les prix, si l'énergie continue à augmenter, on va revenir peut-être au point de départ dans quelques années. Il faut savoir que les dépenses, alors là, grosso modo, j'ai quelques chiffres en tête sur les dépenses eau énergie, elles ont augmenté de 40% ces 10 dernières années, et par exemple le forfait charge, lui, n'a augmenté qu'à peine de 10%. Donc il y a aussi tout ce pan qui est à regarder aujourd'hui sur comment on permet aux personnes qui peuvent bénéficier d'un meilleur confort dans leur logement, comment ça devient pérenne et qu'on ne revienne pas sur cette situation quelques années plus tard. Et puis un dernier point, pour ne pas monopoliser la parole, sur effectivement votre conclusion, qui en tout cas au niveau de l'Île-de-France, on a travaillé, on avait participé à une rencontre avec le réseau Rappel, sur justement comment faire aujourd'hui quand on voit que la majorité, enfin beaucoup de ménages en situation de précarité sont locataires, quand on voit qu'aujourd'hui on est quand même dans une époque de restriction budgétaire et qu'on n'est pas très, j'allais dire, très optimiste sur les moyens financiers et humains qui peuvent être mis, en tout cas à la hauteur des enjeux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ces ménages sont là, sont locataires, et qu'elles peuvent avoir des droits. Et c'est comment aujourd'hui aussi on va pouvoir, ce qui est un nouveau champ, puisque là pour l'instant il n'y a pas grand-chose, c'est comment cette précarité au-delà, donc si on arrive à la faire rentrer dans les critères de décence, peut-être aussi que ça va être un levier pour pouvoir travailler sur cette notion d'accès aux droits pour les locataires, pour faire valoir leurs droits in fine aussi vis-à-vis de bailleurs indélicats avec des pratiques de marchand de sommeil. Encore une fois, on ne dit pas que tous les bailleurs sont dans cette optique-là, mais il y a quand même une grande partie aujourd'hui, quand on arrive devant un juge, si on est en précarité énergétique, le juge, il va pas en prendre compte. Donc c'est aussi tout ce travail qu'on souhaite, en tout cas au niveau de l'Île-de-France, mener sur comment faire avancer le droit des locataires sur cette notion de précarité énergétique. Mathieu Gleman, je suis chargé de mission à Agenda 21 et économie sociale et solidaire à la ville de Stein. J'avais d'abord une première question, je ne crois pas avoir entendu le chiffre. Quel est le coût pour les CCAS, si on a ce chiffre sur l'agglo, pour avoir travaillé dans 2 communes sur l'agglomération? Dans mon souvenir, on dépensait 1 euro sur 2
sur les impayés d'énergie. Et donc je pense que ce chiffre, il est aussi très important à donner à la fois pour nous, mais aussi pour les élus, qui votent quand même des budgets, et pour la population. Après, j'avais une remarque, c'est sur la situation du logement social, parce que plusieurs fois vous êtes revenu dessus. De mon point de vue, pour ce que je connais sur l'agglo, c'est pas le logement social qui est en plus mauvais état. Et donc c'est très important qu'on mesure bien, et y compris que les élus mesurent bien qu'une bonne partie de cette question de la précarité énergétique, elle se pose dans le logement privé, le logement social de fait, on peut dire. Pour avoir par exemple un exemple, donc je travaille à Stein mais j'habite à Épinay, on a eu une étude qui nous a été présentée en tant que parent d'élèves. Un enfant sur 2 dans la ville d'Épinay vit sous le seuil de pauvreté, et l'essentiel de ces enfants, ils n'habitent pas dans le logement social, mais dans des logements suroccupés, en très mauvais état, souvent, quelquefois avec des marchands de sommeil. Et je pense que si c'est le cas à Épinay, ça doit être encore pire à Saint-Denis ou à Aubervilliers, dans des plus grosses villes. Et puis la troisième remarque, c'était sur le lien entre précarité et climat, parce qu'on est aussi dans cette actualité-là. La semaine dernière, j'étais à un travail qui a été fait au CNFPT sur, en gros, où en est la situation des gaz à effet de serre. Et la donnée qui a été indiquée la semaine dernière, que moi, je n'avais pas du tout perçue, c'est qu'en gros, en Europe, les gains qui ont été faits depuis plusieurs années sur les gaz à effet de serre, donc les améliorations, elles sont en gros dues à la crise. Et dues à ce qui a été présenté dès le début, c'est-à-dire au fait. Et donc, si c'est ça la perspective qu'on propose aux gens, je pense que c'est tout sauf sexy, quoi. On note les questions, on a quelques éléments de réponse. Effectivement, si c'est les délocalisations qui font les réductions d'économie d'énergie, on n'est pas sorti. Sur le logement social, oui, enfin, il y a des chiffres dans le projet diagnostic et on les étoffera. Les logements sociaux, dans leur plan de travaux, plan d'investissement, sont tenus à certaines formes d'éco-conditionnalité, des choses comme ça. Donc la rénovation thermique se passe dans le logement social. Et effectivement, la question est dans le privé, je dirais même plus loin, elle est dans le privé, dans le diffus. Elle est dans le privé, hors opération programmée d'amélioration de l'habitat et hors projet en rue. Voilà. Donc là, on a une espèce de boîte noire qui est complexe à toucher, à mesurer, et il faudra en le détailler. Sur la question du coût, on n'a pas l'info. On en a parlé entre nous, mais on n'a pas l'info. Ce qui m'intéresse dans cette démarche, c'est de travailler justement sur cette notion de coût global. Il y a les facteurs de santé, les frais liés, il y a les enveloppes disponibles auprès des CCAS ou des services des conseils généraux ou d'autres. On peut rajouter aussi la lutte contre l'habitat indigne avec les enveloppes entre les mains des services habitat de pleine commune. Un plan de sauvegarde pourrait aussi, à la marge, intégrer ce type de budget. La question de coût global, autour de la question de précarité énergétique, est très intéressante. Ça prend la mesure de l'ampleur du budget du CCAS jusqu'au budget de la rénovation en passant par les budgets de santé. Et aujourd'hui, cette démarche-là, en tout cas rattachée au territoire de pleine commune, elle n'existe pas. Au niveau national, elle est balbutiante. Au niveau du territoire de pleine commune, elle n'existe pas. Voilà. Sur le logement social, alors au début, quand on essayait de faire parler de précarité énergétique, à chaque fois qu'on arrivait à décrocher un rendez-vous avec un journaliste, il nous disait bon, alors ils sont où les logements sociaux? C'est un vrai combat d'expliquer que la précarité énergétique, c'est pas, et alors notamment je le dis pour les élus, c'est vraiment un combat permanent d'expliquer que la précarité énergétique, il y a un raccourci pauvre logement social, précarité énergétique, logement social, qui est vraiment très très difficile à combattre, il faut le dire. Alors après, en gros, les logements sociaux, ils sont en moyenne en classe D, classe énergétique D en France. Donc effectivement, c'est pas les classes énergétiques les pires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire quand même. Donc il y a un travail qui est fait aussi, je crois que l'USH et l'Union sociale pour l'habitat est dans le tour de table de l'Observatoire, parce que bien sûr, il y a des choses à faire, il y a de toute façon du patrimoine à réhabiliter. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire en logement social. L'avantage du logement social, c'est qu'il y a un bailleur, c'est quand même plus facile à convaincre que 15 bailleurs dans une copropriété. Quand je dis 15, je suis gentille, ça peut être 200, 300. L'inconvénient, c'est que par contre, le locataire, c'est plus difficile en termes de médiation. Effectivement, il faut arriver à mettre en place un accompagnement du locataire en direction du bailleur social, parce qu'il peut y avoir effectivement des choses à dire, des locataires qui ont des demandes de travaux qui ne sont pas entendues. Donc c'est vrai que au niveau de la médiation, nous on le pratique beaucoup avec la CLCV notamment.
l'association CLCV avec la fédération Léo Lagrange, la maison du logement. C'est une partie indissociable de notre action pour les bailleurs, pour les locataires. C'est-à-dire que quand on essaie de faire des travaux, les locataires ont rarement un seul problème avec leur bailleur. Donc il ne faut pas arriver avec ses gros sabots parce qu'on se retrouve avec un bail résilié vite fait, bien fait. Donc c'est très important de travailler avec des gens dont c'est l'activité, le métier, qui ont la connaissance et qui vont savoir accompagner, soit carrément jusqu'aux tribunaux, hein, mais le plus souvent en médiation pour arriver à ne pas laisser le locataire tout seul face à son bailleur, et aussi se dire que parfois le locataire, il a certains torts dans sa relation avec son bailleur, des demandes mal exprimées, pas exprimées, etc. Donc c'est voilà, c'est important aussi d'avoir cette vision-là.